Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 5 dont j'ai eu l'idée par hasard et je vais galérer à trouver un titre à la vidéo. Donc de nouveau, je ne sais pas comment elle s'appelle cette vidéo, j'espère que le titre est clair parce que je ne sais pas, bref. En fait, je vais vous présenter 5 livres que j'ai lus il y a des années pour tous les 5. Enfin, il y en a un, il y a peut-être le plus récent, c'est logique, mais il y en a un, enfin ça doit faire un an quand même que j'ai lu, voire plus. Bref, donc c'est 5 livres que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai lu à une époque où je lisais pas autant qu'aujourd'hui et où j'avais pas les mêmes exigences de lectrice. Mais à l'époque où je les ai lus, je les ai adorés. Par contre, il est sûr et certain, enfin, faut jamais dire jamais, mais il est quasi sûr et certain que je ne les relirai jamais, parce qu'en fait, j'ai peur que, à la relecture, la lectrice que je suis aujourd'hui n'apprécie pas ces histoires autant que je les ai aimées à l'époque. Et ça me ferait mal de dire que ces livres que j'ai adorés, bah, je les aime plus tant que ça, parce que avec le recul, parce qu'avec les attentes que j'ai aujourd'hui, parce qu'avec ce que je regarde dans les livres aujourd'hui, notamment au niveau du féminisme, on va pas se mentir, et ben il y a des trucs qui me gênent et il y a des trucs que je trouve pas cool. Mais à l'époque, je les ai adorés, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, du coup, bah voilà, je vais vous montrer ces livres parce que du coup, c'est des livres que j'ai adorés, que peut-être vous connaissez, que peut-être vous connaissez pas. Et cette vidéo, enfin, cette idée de vidéo m'est venue parce que dans un tag il y a pas longtemps, j'ai présenté le premier livre que je vais vous montrer qui est très, comment dire, très personnel, très particulier pour moi et que je ne relirai pas. Enfin, celui-ci, c'est quasi certain que je le relirai pas. Au pire, entre guillemets, je regarderai le film, mais relire le livre, ça me paraît compliqué. Bref, du coup, je vais vous montrer ces 5 livres. En vrai, il y en a 6, vous allez voir. Du coup, le premier et celui qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est Un jour de David Nichols. Je l'ai présenté dans le tag des princesses pour je ne sais plus quelle question. Et enfin, ce livre, en fait, ce livre m'a touchée personnellement, m'a bouleversée et enfin, cette histoire est juste magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, pour vous, enfin, je crois que j'ai dit dans le tag que ça me faisait bizarre de dire le prénom Dexter parce que pour vous donner un ordre d'idée, ce livre a tellement résonné en moi et m'a tellement, comment dire, ça m'a tellement rappelé ma propre vie que j'ai surnommé quelqu'un de réel dans ma vie à moi Dex, parce que Dexter, on le surnomme Dex dans ce livre, donc je l'ai appelé Dex sur les réseaux quand j'en parlais en public pour pas que lui sache ou que les gens qui me connaissent sachent que je parlais de cette personne-là, enfin, ou de lui, du coup, je l'appelais Dex. Donc vraiment, ce livre est vraiment très très lié à ma vie, c'est très bizarre d'en parler, mais j'ai adoré ce livre. Alors par contre, c'est un beau bébé qui est dans un état catastrophique, même pas j'y fais. Il fait plus de 600 pages, donc vraiment c'est un beau bébé à lire, en plus c'est du contemporain, donc voilà. Bon, le livre est défoncé parce que je l'ai traîné pendant des semaines, je le trimballais partout avec moi. Déjà parce qu'il fait plus de 600 pages, qu'à l'époque où je l'ai lu, je n'avais pas un très gros rythme de lecture, donc j'ai mis des semaines à le lire. Et surtout parce que je l'ai traîné, enfin j'ai traîné la fin pendant très 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 longtemps. Parce qu'avant de lire ce livre, j'avais vu le film et donc je connaissais la fin. J'avais espoir que la fin du livre soit différente de la fin du film, bon, c'est pas le cas. Et voilà, du coup, cette fin est juste, c'est l'une des fins les plus tragiques que j'ai jamais lues de ma vie. Vraiment, cette fin est terrible. Bref, pour l'histoire, on y suit Emma et Dexter. J'ai déjà résumé ce livre dans le tag, mais bon, je le refais ici. Donc, on y suit Emma et Dexter qui, tous les 15 juillet, vont se voir. Voilà, on les suit tous les 15 juillet à partir de 1988, l'année où ils sont diplômés, où ils ont leur. Je crois qu'ils ont leur. Ce qui correspond à notre DAC, l'examen de la fin du lycée avant de partir en études supérieures. Et après, ils vont se recroiser chaque année. Il y a toute une notion de la première fois, comment ça se passe, comment tu l'as fait, comment tu décides, comment t'es ok, comment t'es sûr, blablabla, tout ça. Et voilà, on va les suivre, on va les voir évoluer, on va les voir grandir. Et leur relation n'est pas très saine en fait. Et c'est ça qui me fait peur, c'est pour ça que je le relirai pas. Déjà parce que c'est trop lié à ma vie personnelle pour que je puisse le relire, vraiment. Et aussi parce que j'ai peur de constater que leur relation est toxique. Et je ne veux pas constater ça. Je n'ai pas envie de constater ça. Je préfère rester dans le déni. Oui, c'est comme ça. Du coup, voilà. J'adore ce film. Et pour ceux qui se poseraient la question, la couverture du livre, c'est l'affiche du film avec Anna Thaouet et le mec, je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je vous l'écrirai par ici parce que j'aurais pris la peine d'aller chercher son nom à l'acteur. Du coup, voilà, c'est une histoire extrêmement tragique, extrêmement bien écrite. Et ce qui me frustre, c'est qu'après avoir lu ce livre, j'ai voulu lire d'autres David Nichols. Mais en fait, c'était ridicule. Enfin, c'est ridicule en même temps parce que je cherchais la même chose dans les autres écrits de David Nichols, sauf que
n'y a pas beaucoup d'histoires qui peuvent résonner en moi comme ça, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui peuvent me rappeler ma vie non plus, enfin c'est pas non plus, ma vie n'est pas un film, tu vois. Donc forcément, dans les autres livres de David Nichols, j'ai pas retrouvé ça, j'ai pas retrouvé ce sentiment, cet attachement et cette connexion avec ma vie, forcément. Et donc du coup, j'arrive pas à lire d'autres David Nichols, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et pourquoi j'ai 6 livres et pas 5 à vous montrer? Et ben parce que ce livre, je l'ai 2 fois dans ma bibliothèque. Du coup, il est là, je l'attrape quand même, voilà, il est là, voilà. Ça c'est le même livre, voilà. En fait, je l'ai trouvé d'occasion dans une boutique d'occasion à Bordeaux et j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai trouvé extrêmement beau. En fait, je l'ai acheté, enfin, c'est très superficiel, vous allez me dire. Je l'ai acheté parce que le dos est coloré et que je voulais mettre ce livre avec mes livres colorés à l'époque dans ma chambre chez mes parents. Et celui-là, c'est pas possible parce que le dos est blanc, vous voyez. Du coup, j'ai acheté celui-là. Voilà. Et aussi parce que celui-là est complètement défoncé. À la base, je m'étais dit que du coup, je mettrais celui-là en boîte à lire, mais au final, j'ai gardé les deux et je garderai toujours les deux. Voilà, c'est comme ça. Donc, un que j'ai lu et un que j'ai pas lu, mais c'est comme ça. Voilà. Bref, c'est une histoire d'amour vraiment, vraiment tragique, mais vraiment très bien écrite, vraiment magnifique, et je vous conseille ce livre. Ou comme j'ai dit dans le tag, si vous voulez pas lire ce livre parce que vous avez la flemme, parce qu'il est long, ou blablabla, ou je sais pas quelle raison, regardez le film. Vraiment regardez le film. Les 2 suivants, je les relirai pas pour la même raison, et c'est pour une question féministe. Je pense que l'égalité homme-femme n'est pas présente dans ces livres. Je pense que ce sont des relations toxiques et basées sur des... comment dire, basées sur des bases pas très saines. Voilà. À l'époque, ça passait. À l'époque, j'ai pas fait attention. À l'époque, j'ai pas relevé ça. À l'époque, ça ne m'a pas dérangé autant que ça me dérangerait aujourd'hui. Je le sais, mais même en sachant ça, même en sachant qu'aujourd'hui, je n'apprécierais pas ces livres et je n'apprécierais pas ces personnages, je les ai aimés à l'époque et du coup, ils sont partis, ils sont chers à mon cœur. Voilà, c'est comme ça. Bref, le premier que je vous montre, c'est une des premières romances érotiques que j'ai lues, si ce n'est la première. Donc c'est Ce si joli trouble, pardon, de Cora Cormac. Donc c'est un tome 1, il y a 3 tomes en tout, et c'est le genre de saga avec des tomes compagnons dans lesquels dans chaque tome on suit un couple différent. Ici c'est très cliché. Le résumé que je vais en faire, vous allez voir, c'est extrêmement cliché, mais il y a une scène mémorable qui en même temps montre que tu peux dire non, tu as le droit de dire non à n'importe quel moment. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc en gros, on suit Bliss qui va à la fac. Donc elle rentre à la fac, blablabla. C'est le cliché de la jeune fille qui rentre à la fac, qui va en études supérieures et qui est encore vierge. Voilà. Et elle va, en fait, juste avant d'avoir son premier jour de cours, je crois que c'est ça, juste avant d'avoir son premier jour de cours, elle rencontre un homme dans un bar ou dans un... Moi, je crois que c'est dans un bar. Et ils sympathisent et tout. Et cet homme, enfin, ils vont rentrer chez elle tous les deux. Et la suite logique, c'est qu'ils couchent ensemble. Sauf qu'elle, elle est pas prête, en fait. Et donc, du coup, elle se laisse emporter par les événements. Ils débarquent chez elle, ils s'embrassent. Et enfin, voilà, elle est complètement submergée. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi dire. Mais juste avant que ce soit trop tard, en fait, et que ce soit, qu'ils aient réellement couché ensemble, si tu veux, elle dit stop. Elle invente une excuse bidon avec son chat, je sais pas quoi, mais en gros, elle se laisse pas emporter aussi loin et elle ne se laisse pas finalement violer parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça et elle a dit non. Et en fait, ce livre, cette scène en particulier, prouve que une femme peut dire non à n'importe quel moment et c'est pas une allumeuse. Enfin, je veux dire, elle a pas provoqué volontairement cette situation et même si c'était le cas, elle a le droit au dernier moment dire non. Donc, c'est cliché et la relation est pas très saine, mais elle aurait été encore moins saine si elle avait, si ce premier soir ça avait été plus loin que ça n'a été. Et j'ai trouvé cette scène où elle dit non vraiment géniale parce que ça arrive vraiment en romance, qu'on ait une première scène entre nos 2 personnages principaux où la fille dit non, j'ai pas envie en fait, casse-toi, et où le mec respecte ça. Vraiment, j'ai trouvé cette scène extrêmement forte à l'époque et voilà, bref. Et évidemment, le lendemain, c'est son premier jour de cours, elle va au cours et elle découvre que l'homme qu'elle a foutu dehors la veille, c'est son prof. Voilà. Du coup, vraiment, c'est une des premières romances érotiques que j'ai lues et j'ai beaucoup aimé, mais je pense que le traitement des personnages, et notamment le personnage masculin, ne me plairait plus, ne me plairait pas si je lisais ce livre aujourd'hui. En fait, je pense que si je découvrais ce livre pour la première fois aujourd'hui, je n'aimerais pas. Et probablement que j'irai même pas au bout. N'empêche que cette scène du début où elle dit non, je l'ai trouvée extrêmement forte, extrêmement... En fait, c'est... Comment dire, on est dans l'idée que, en tant que femme, on grandit et on se construit dans l'idée que si tu dragues un homme, tu vas être obligé d'aller au bout parce que sinon, ça sera ta faute. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire?
Et là, en fait, non. Genre, elle a pas envie, au dernier moment, au tout dernier moment, elle lui dit non, dégage, bah c'est ok, en fait. Vraiment, c'est ok de dire non à n'importe quel moment si t'es pas d'accord. Bref, j'ai beaucoup appris avec ce livre. N'empêche que vraiment, je pense que je n'apprécierais pas vraiment. Je ne pourrais pas apprécier ce livre autant que je l'ai apprécié la première fois que je l'ai lu si je le lisais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne le lirai pas. N'empêche que c'est une des romances les moins. Comment dire? C'est pas la romance la plus toxique que j'ai lue, pour faire simple. Le prochain livre, du coup, c'est Sortilège de Alex Flynn. Je me rappelle avoir surkiffé ce livre, vraiment. Je m'attendais pas à l'aimer autant et je l'aimais tellement aimé. Mais c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et je vais expliquer ici ce qui me gonfle avec les réécritures de La Belle et la Bête et avec le dessin animé de La Belle et la Bête de manière générale. C'est un bon Disney, j'ai beaucoup aimé ce Disney, c'est pas la question. Et je sais que c'est un Disney très apprécié de la plupart des gens. Mais en fait, ce qui me gonfle avec La Belle et la Bête, c'est que dans La Belle et la Bête, si tu réfléchis bien, c'est l'une des rares princesses à sauver le prince. Et qui plus est, c'est un des premiers Disney à être sorti, quoi. Au même titre que Blanche-Neige et Cendrillon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un des classiques parmi les classiques, c'est une princesse mythique, belle. C'est une des rares princesses à sauver le mec, en fait. Dans tous les autres contes, c'est le prince qui sauve la princesse. Et comme les gens ne savent pas comment réagir face à la princesse sauve le prince, ils transforment ça en la princesse est séquestrée, la princesse se rend pas compte, le syndrome de Stockholm, et blablabla. Mais vos gueules en fait, elle sauve le prince, elle se sacrifie pour que son père ne soit pas emprisonné premièrement, et deuxièmement, elle ne se laisse pas abuser par le physique de la bête, elle va au-delà de ça jusqu'à sauver le prince. Et j'aimerais qu'on arrête de réduire Belle à elle est séquestrée, syndrome de Stockholm. Non, non, vraiment ça me fatigue. Ça me fatigue ces réactions face à La Belle et la Bête. Pour moi, Belle, c'est l'une des princesses les plus fortes de tout Disney, vraiment même des plus récents. Et on la réduit à oh la pauvre, elle s'est fait séquestrer, du coup elle est tombée amoureuse de son ravisseur, ah là là, c'est triste. Ça me fatigue. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'arriverai pas à apprécier ce livre aujourd'hui parce que je ne verrai que ça. Et ça m'agace. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pas mal de réflexions sur la beauté, sur le physique, l'acceptation des autres. C'est un peu le principe. Hein. Quand tu fais une réécriture de La Belle et la Bête, c'est dommage de passer à côté de cette idée-là et de cette réflexion-là, je trouve. En fait, on a un garçon, je crois qu'il a des cicatrices sur le visage. Donc c'est ce qui incarne, il incarne la bête entre guillemets. Donc il a des cicatrices sur le visage et il va un petit peu faire connaissance et se rapprocher un peu de l'intello de la classe. Il a besoin d'aide, c'est un peu le mec qui ne travaille pas, qui a du mal, qui ne veut pas, les cours ça l'intéresse pas. Et donc du coup il va se rapprocher un peu de l'intello de la classe qui va un peu l'aider. Voilà. Après c'est une réécriture de La Belle et la Bête, je vais pas vous faire un dessin évidemment, c'est une romance. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre et toutes les réflexions qu'il y a sur la beauté, comment tu perçois les gens, comment tu les juges au premier regard, comment il faut aller au-delà de tout ça. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ça. N'empêche que je suis pas certaine d'apprécier le personnage de la fille aujourd'hui. Déjà, dans mon souvenir, je l'ai pas vraiment aimé. Aujourd'hui, je pense que vraiment, elle me taperait sur le système. Surtout que du coup, le personnage féminin, c'est la réécriture de la Belle. Et comme je l'ai dit, la Belle, pour moi, c'est une des princesses les plus fortes de Disney. Et la réduire à ça, ça me dépasse. Vraiment, ça me déprime à chaque fois qu'on réduise la Belle à ça. Alors que, Belle, pour moi, elle est magique, en fait. Vraiment. Et donc, du coup, je pense que je n'arriverai pas à apprécier ce personnage féminin aujourd'hui parce qu'elle serait très très loin de l'image que moi j'ai de Belle. Et c'est dommage. Vraiment, c'est un très bon livre. Je pense pas me tromper en disant que c'est la seule réécriture de La Belle et la Bête que j'ai lue. Parce que même dans les chroniques lunaires, il n'y a pas Belle. Il y a Cendrillon, Réponse, Blanche-Neige et le petit chaperon rouge. Je vérifie, mais il n'y a pas Belle. Voilà, mais du coup, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai lu ce livre, pareil, il y a tellement longtemps que j'ai pas de post-it. Donc, je ne sais pas. Hein, voilà. Mais vraiment, en fait, j'ai peur de ne pas l'aimer autant. Donc, c'est pour ça que je ne le relirai pas aujourd'hui. Le quatrième, c'est Bubblegum de Lolita Peel. Lolita Peel a été pendant longtemps la personne qui a écrit le livre que je préférais. C'est plus le cas aujourd'hui parce que mon livre préféré aujourd'hui, c'est Part avec lui d'Agnès Ludig. Ça fait pas mal de le rappeler et de reparler un petit peu d'Agnès Ludig. Bref. Mais pendant longtemps, ça a été Hell de Lolita Peel, mon livre préféré de tous les temps. Et du coup, j'ai voulu lire les autres livres qu'elle a écrits.
Alors ce livre est un très très bon livre, je pense que je l'aimerais si je le lis aujourd'hui, mais en fait ce qui fait que je ne veux pas le relire, c'est que c'est un peu comme le film Le Sixième Sens, pour ceux qui l'ont vu. C'est le genre d'histoire où à la fin il y a une chute, à la fin il y a une révélation de malade à laquelle tu ne t'attendais absolument pas, et du coup si tu relis le livre, tu vas pas vraiment apprécier ta lecture, tu vas plutôt chercher les signes et les indices parce que tu connais la fin, parce que tu connais la chute, comme pour le sixième sens. Par exemple, dans le sixième sens, quand tu le regardes la première fois, tu te prends une claque de malade à la fin parce que tu n'avais pas vu venir cette révélation. Et quand tu le re-regardes, tu cherches les signes et les scènes et les trucs qui font que ah bah oui, je suis con, j'aurais dû le remarquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tu le regardes pas de la même manière, ce film, la deuxième fois. Et c'est pareil ici, à la fin, il y a vraiment une révélation. Je me suis pris une claque, je l'avais absolument pas vu venir. Enfin, tu ne peux même pas l'anticiper. Vraiment, c'est impossible. Et donc, du coup, si jamais je relis ce livre, je vais constamment chercher les indices, les scènes, les échanges qui montrent ça et qui n'auraient pas pu se passer comme ça si c'était pas, si la situation était différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je n'apprécierais pas ce livre autant et surtout, je n'aurais jamais de nouveau cette claque immense que je me suis prise à la première lecture. Bon, au lieu de divaguer, je vais peut-être vous résumer le livre. En fait, on va suivre une jeune femme, je crois qu'elle s'appelle, c'est marqué Manon derrière, on va dire qu'elle s'appelle Manon du coup, qui veut devenir actrice et qui est prête à tout pour y arriver. Et elle va dans beaucoup de soirées, elle sort beaucoup, c'est un peu le cas c'est un peu la même ambiance que dans Hell pour ceux qui l'ont lu ou qui ont vu le film. Donc voilà, elle sort beaucoup. En gros, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour rencontrer les bonnes personnes et pouvoir faire des films parce que c'est ce qu'elle veut faire. Et elle va rencontrer un milliardaire qui s'appelle Derek. Et à partir de là, sa vie va changer. Ça va être à la fois une consécration au niveau de sa carrière d'actrice et une descente aux enfers au niveau de sa vie perso, avec la drogue, l'alcool, les sorties et tout. C'est exactement les mêmes thèmes que dans Hell, mais traités différemment. Et donc voilà, on va suivre ça. Ce que j'aime surtout avec Lolita Tapil, c'est son écriture, sa construction. C'est une plume très particulière, une manière d'écrire vraiment, vraiment très particulière. Soit on n'aime pas, et si on n'accroche pas à l'écriture, on ne peut pas lire le livre. En tout cas, je pense pas qu'on puisse se forcer à aller au bout de ce livre si on a beaucoup, beaucoup de mal avec la plume de l'autrice. Mais c'est une de mes plumes préférées. Vraiment, j'adore cette plume. Elle est capable de faire une phrase qui dure 6 pages, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, j'exagère peut-être un peu en disant 6 pages, mais vraiment, elle est capable de faire des paragraphes entiers avec une phrase. Bref, et donc du coup, à la fin, on se prend une claque monumentale, une révélation, mais c'est digne des plus grands thrillers. Vraiment, cette révélation est juste... ça te retourne le cerveau, t'es là, non mais attends, c'est une blague ou c'est pas une blague? Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et en fait, ça me saoule parce que du coup, je peux pas le relire parce que j'aurais plus jamais cette sensation et ce côté... ah putain, la conne, elle m'a niqué depuis le début du livre. Genre vraiment, ma réaction quand j'ai eu cette révélation, c'était... Ah putain, elle s'est foutue de ma gueule depuis le début, je n'y crois pas, quand genre c'était abusé. Bref, du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais... si je le relis, ça n'aura plus la même saveur que la première fois, donc je ne le relirai pas. Et on termine avec une saga Young Adult. Alors je parle ici de la saga complète, même si je présente que le tome 1. Donc la saga c'est Vampire Academy ou Vampire Academy si vous voulez lire à l'anglaise. Donc le tome 1, Sœurs de sang de Richelle Mead. J'ai lu cette saga il y a bien 5-6 ans. Oh mon dieu, si longtemps que ça. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé toute la saga, j'adore les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers, l'ambiance, on y parle de vampires, mais pas que, l'univers est vraiment cool, vraiment construit, mais en fait j'ai de plus en plus de mal avec les sagas young adult, fantasy, fantastique, et je pense qu'aujourd'hui elle ferait partie de ces sagas que je commence et que j'abandonne. Donc je peux pas les relire, mais à l'époque où je l'ai lu, j'aimais beaucoup ça. À l'époque où je l'ai lu, j'en avais pas lu tant que ça. Et même de saga de vampires, j'en avais pas lu des masses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas un souvenir dinguissime comme je peux avoir de Hunger Games par exemple, mais je me rappelle avoir passé un bon moment. Je me rappelle avoir adoré chaque tome et avoir été un peu triste quand j'ai terminé la saga parce qu'il y avait plus de tomes après. Ça a été adapté en film. Alors le tome 1 a eu un film, ils ont jamais fait la suite parce que ça n'a pas marché. Et donc on y suit Lisa, c'est ça, et Rose. Et en fait on est dans un monde où donc il y a des vampires, comme le titre l'indique, et il y a plusieurs familles de vampires. Donc plusieurs grandes familles, c'est un peu l'aristocratie des vampires, vous voyez, c'est des familles qui dirigent en fait. Et donc il y a un chef par famille qui va à un espèce de conseil et ensemble ils décident. Vous voyez, c'est pas toutes les familles qui décident parce que sinon on s'en sort pas. Sauf que nous on suit la princesse Lisa qui est la dernière représentante de sa famille. Je ne sais plus quel est son nom de famille, mais c'est la dernière représentante de sa famille, donc elle est
la chef de sa famille, parce qu'il n'y a que elle de toute façon, et donc sauf qu'elle est encore adolescente. Donc elle va à l'académie Saint-Vladimir, je crois que c'est ça. Donc c'est une académie dans laquelle il y a à la fois les vampires pour les former, leur apprendre des trucs en tant que vampires, et des comment ils s'appellent, je sais pas, des espèces d'assistants, gardes du corps des vampires pour les former à garder les vampires en sécurité, être là pour eux, être garde du corps, savoir se battre, tout ça. Et donc on suit Lisa qui est la princesse et Rose qui va être son futur garde du corps et qui est formée en tant que garde du corps. Et sauf que l'académie est attaquée, il y a des trucs qui se passent, enfin c'est pas... On n'est pas dans une... C'est pas juste tu vas les suivre, ils vont en cours et leur vie est cool. Non, il y a des méchants qui débarquent, il y a des attaques. Évidemment, on veut attenter à la vie de Lisa parce que si on tue Lisa, on tue une famille, enfin on raye de la carte une famille entière de grands vampires. Et ça serait une avancée pour leurs ennemis, évidemment. Donc elle est fortement en danger. Et Rose est un de mes personnages préférés, vraiment, elle est badass en fait, vraiment j'adore Rose, c'est un de mes personnages préférés. Voilà, du coup j'ai beaucoup aimé cette saga, mais je pense que, en fait, je suis plus le public de cette saga, je suis plus le public cible, donc je pense que j'apprécierais pas cette lecture autant que je l'ai appréciée à l'époque, parce que quand je l'ai lu à l'époque, j'étais le public, aujourd'hui je ne le suis plus, à la fois parce que j'ai vieilli, mais pas que, aussi parce que j'ai lu d'autres choses, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu des sagas qui sont mieux construites, qui sont, voilà, j'ai lu beaucoup d'autres choses, et donc du coup si je découvrais ce livre pour la première fois, ou si je le relisais aujourd'hui, je ne l'apprécierais clairement pas autant qu'à l'époque. Et c'est dommage, hein, parce que c'est une saga de 5 tomes que j'ai vraiment aimé et que je vous conseille vraiment. Maintenant, vous attendez pas à quelque chose de très révolutionnaire au niveau du vampirisme et au niveau de ce qui est proposé ici. On a des méchants qui s'appellent des Strigoi, c'est ça, qui sont un peu des... En gros, c'est des vampires qui ont mal tourné et qui vont pas bien du tout. Mais voilà, c'est des méchants de l'histoire. C'est très bien construit, c'est... En fait, de ce que je me souviens, c'est bien construit, c'est bien amené, c'est pas trop long, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même avis là-dessus. En tout cas, la Audrey qui l'a lu à l'époque l'a beaucoup aimé, et la Audrey d'aujourd'hui est quasi sûre que si elle le commençait aujourd'hui, au bout de 100 pages, elle se dirait c'est long, je me fais chier. C'est comme ça, et du coup, c'est pour ça que je le relirai pas. Je pensais que cette vidéo serait plus courte, mais j'ai beaucoup blablaté apparemment. Bref, du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.